Merci à vous, merci d'être venu vous informer ce soir, ou peut-être compléter l'information que vous avez déjà sur le genre, car cette idéologie, si on ne la connaît pas, comme elle avance masquée, on ne la voit pas, et on peut la laisser passer comme ça, et elle se développe comme ça petit à petit depuis des dizaines d'années, et il est temps d'enrayer cette machine, si toutefois vous êtes d'accord avec ça. À vous de vous faire votre opinion sur cette théorie du genre une fois que vous aurez entendu toutes les informations. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien évidemment. Moi-même, cette idéologie, je l'ai découverte qu'il y a 6 mois environ en lisant un livre qui s'appelle « Gender, qui es-tu ?» C'est aux éditions de l'Emmanuel et j'ai été vraiment bouleversée par ce que j'ai appris. Et quand j'ai appris en septembre que le gender allait arriver à l'école, là je me suis dit « Ah non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça, aux enfants, c'est pas possible. » Et comme j'avais du temps, eh bien, j'ai décidé de m'investir dans le plan Vigigender. Vigigender, c'est un collectif de parents qui se donne pour mission simplement, dans la bienveillance et la concertation, d'informer le maximum de parents et d'enseignants, puisque pour être vigilant, il faut être informé. Et ça permettra ensuite de s'opposer à cette idéologie dans les écoles. Donc vraiment, c'est un plan d'information et de soutien des parents, grâce à des soutiens départementaux, de soutien des parents dans les écoles s'ils rencontrent le gender à l'école. Une des premières choses que nous avons faites, c'est de bâtir la présentation que je vais vous montrer. Alors, elle est peut-être très détaillée, j'en conviens, mais c'est exprès, elle est autoportante. C'est-à-dire que l'un d'entre vous, s'il souhaite la prendre, elle est sur le site, et tout le monde peut la faire à des amis, à sa famille, ou simplement s'appuyer dessus pour pouvoir reparler du gender facilement. Moi, je vais sûrement en dire un peu plus, peut-être trop. Si vous devez partir, si vous trouvez ça trop long, n'hésitez pas. Mais je pense que le sujet est trop grave pour le bâcler en 1 heure. Je pense que la soirée prendra au moins 2 heures. Je vais dans un premier temps vous exposer de manière brève ce qu'est l'idéologie du genre et vers quelle société elle nous mène et comment elle se diffuse dans la société. Dans un deuxième temps, je vous présenterai la manière dont le gender se diffuse à l'école. Et enfin, je vous donnerai quelques moyens d'agir là où vous êtes et spécialement à l'école de vos enfants pour ceux d'entre vous qui sont parents ou enseignants. À la fin de chacune des parties, vous pourrez poser vos questions. Je ne donnerai que quelques exemples, quelques témoignages. Vous avez beaucoup de choses encore sur les panneaux qui sont là et beaucoup de choses encore sur notre site dont je vous donnerai l'adresse. Cela va vous paraître sans doute complètement incroyable, ce que je vais vous dire. Peut-être certains d'entre vous vont dire « elle divague complètement ». C'est pourquoi je vais m'appuyer beaucoup sur des citations, des extraits de documents et sur tous les témoignages que je reçois. Et je peux vous dire que j'en reçois quasiment un par jour, sachant que notre réseau est certes développé, mais quand même assez peu encore. Ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en France. Alors le gender, c'est quoi ? C'est un concept qui est né dans les années 50 aux États-Unis et qui s'est propagé en Europe et dans le monde entier en atteignant l'ONU en 1995, sans que le mot genre ne soit d'ailleurs vraiment défini. Et alors il y a plusieurs courants chez les idéologues du genre, ils sont plus ou moins extrêmes, mais ils reposent tous sur le même postulat, autrement dit la même hypothèse. Ce postulat, c'est le suivant: le corps n'a aucune signification. Il n'a aucune influence sur nos comportements, nos centres d'intérêt, nos choix de métier, nos aptitudes, nos rôles dans la société. Et les différences de rôle et de comportement, de métier, etc. entre l'homme et la femme sont une construction culturelle et sociale indépendante de la réalité du corps sexué. Donc si le corps sexué n'est rien, la différence sexuelle n'a aucune signification, le corps n'est qu'un instrument de plaisir diversifié, il n'y a rien de naturel dans le fait qu'un homme aime une femme et qu'une femme aime un homme. L'hétérosexualité est un conditionnement de la société qui opprime les sexualités minoritaires. C'est un conditionnement opéré par l'éducation, les livres, les films, etc. Donc par conséquent, ce qui me définit n'est pas d'être un homme ou une femme, conformément à mon corps, mais ce sont les comportements sexuels que je choisis, au gré de mes désirs, homosexuels, bisexuels, transsexuels, hétérosexuels, etc., etc. Les tenants du genre en voudraient des centaines et des centaines. Voilà. Vous remarquez que c'est extrêmement réducteur, car une personne serait définie par ses actes, qui plus est par ses comportements sexuels. Comportements qui peuvent d'ailleurs varier au cours de la vie. Donc en fait, la personne n'a plus d'identité immuable.
Le gender opère donc une dissociation totale entre la nature, notre corps, et la culture. On appelle culture tout ce que nous recevons par notre éducation, par la société. Et le gender dissocie complètement les deux et considère que le corps est insignifiant. Or non, l'homme est à la fois nature et culture, inné et acquis, et ce que l'homme reçoit de la culture vient compléter la nature, mais certainement pas l'effacer. Alors quelques exemples pour avoir bien compris, mais je pense que c'est votre cas. Vous pensez sans doute comme moi que la femme qui a porté un enfant a noué avec lui un lien unique qui influe sur la psychologie de la femme, sur son comportement. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant l'instinct maternel. Eh bien, selon les tenants du genre, pas du tout. Il n'y a aucune influence de ce lien. Ce sont les jeux de poupées qui ont influencé les petites filles dans ce rôle maternel. Ce n'est pas en accouchant qu'on devient mère. Un père et une mère, c'est pareil pour un enfant. Voilà. Les hommes, quant à eux, en général, ils aiment prendre davantage de risques que les femmes. En tout cas, ils ont plus l'esprit de compétition, de combat. Mais évidemment, nous dirons les tenants du genre, c'est parce que les petits garçons, on les a laissés se bagarrer petits, on leur a offert des jeux d'armes. Donc évidemment, ils ont été formatés dans ce schéma de combat. Bon, je prends des exemples extrêmement caricaturaux, uniquement pour que vous compreniez bien le raisonnement de ces tenants du genre. Les penseurs du genre... Alors, juste, pardon, avant de passer aux penseurs du genre... je voudrais prendre juste un extrait d'une rencontre de Najat Vallaud-Belkacem avec des enfants d'une classe de grande section, donc 5 ans. Madame Belkacem leur dit « Pourquoi il y a si peu de femmes qui font maçon ? Parce que de fait, les jeunes filles à votre âge voient qu'il y a très peu de femmes maçons. Donc elles se disent « c'est pas pour moi ». Et c'est pareil pour les garçons. Quand vous écrivez puéricultrice au féminin, ça veut dire que vous vous interdisez en réalité d'exercer ce métier. Vous voyez que Madame Belkacem pense que nos choix sont uniquement liés à la culture. Rien de naturel dans nos choix. Alors, je ne suis pas sûre que les filles aient même vu des maçons hommes, parce que les maçons, il faut aller dans les chantiers pour les voir, hein, mais bon, c'est pas grave. Il est certain que si on voit qu'un métier est plus exercé par des hommes, on pensera sans doute qu'il n'est pas pour les femmes. Mais est-ce pour cela fondamentalement que les femmes, qui sont libres de choisir leur métier dans notre pays, ne le choisiront pas, ou plutôt parce que leur goût ne les porte pas à ce type de métier? Nous y reviendrons. Je voudrais parler, à l'occasion de ces exemples, de la liberté, entendue ici dans le sens du libre choix. Il me semble que les enfants sont libres de jouer aux jeux qui leur plaisent. Aucun parent ne force un enfant à jouer à tel ou tel jeu, ou n'interdit tel ou tel jeu, sauf évidemment s'il est dangereux pour l'enfant. Donc si un garçon joue avec une épée en plastique, c'est que cela lui fait plaisir. S'il joue parfois aux poupées, c'est aussi que cela lui fait plaisir, et tant mieux. Mais en général, on constate qu'il jouera davantage avec des épées. Un simple bâton pris dans un jardin lui suffit, qu'avec des poupées. Et donc, ça lui fait davantage plaisir de jouer avec des épées. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est juste pour donner quelques arguments. Pourquoi ça lui fait davantage plaisir? Parce que ça rejoint, en fait, un des désirs profonds de son cœur, qui est celui de mener un combat, de mettre en action sa force pour protéger les autres, pour sauver les autres, pour prendre des risques. Et ça, c'est vraiment un désir profond du cœur du garçon. La petite fille, quant à elle, elle préférera les jeux où elle imagine une relation. Car au fond de son cœur, la petite fille a entre autres ce désir de nouer des relations, d'être au service de l'autre. J'ai pas dit servitude, j'ai dit service. Ce n'est pas sans lien avec sa... Pardon, esclavagisme. Ce n'est pas sans lien avec sa capacité future à être mère, qui fait que la femme a une capacité de l'autre qui est plus développée que celle de l'homme. Donc les désirs du cœur de l'homme et de la femme sont différents et ils sont complémentaires. Ce n'est pas la culture qui nous a formatés ainsi, nous sommes nés avec. Et le plaisir des enfants à jouer à tel ou tel jeu n'est pas formatable. Le plaisir, ça se ressent avec son corps. On ne peut pas l'orienter totalement. Il reste un fond de naturel. Et c'est pas parce que vous allez forcer une fille à jouer au rugby qu'elle va se mettre à aimer ça. Pour dire simplement. Un autre constat, c'est que les idéologues du genre, ils considèrent que dans les cours de récréation, il y a franchement un problème. Parce que les garçons, ils occupent tout l'espace, ils se déplacent beaucoup, tandis que les filles sont dans leur coin à papoter, à faire leurs petits jeux entre elles. Alors ça leur pose vraiment un problème parce que ça limite l'activité des filles, ça limite leur dynamisme, leur goût du combat et donc plus tard, leur goût pour avoir le pouvoir. Donc, ça les gêne. Mais personne ne force
les filles à rester dans leur coin et les garçons à aller dans la cour de récréation. Si elles font ça, c'est que ça leur fait fondamentalement plaisir. Et ça, c'est nié par le gender qui va affirmer que tout est construit. Et j'ai entendu même une experte anglaise dire à la radio que si tous les garçons avaient une telle attitude en récréation, c'est parce qu'on les y avait incités. Donc tous les petits garçons du monde, on les a formatés pour aller courir en cours de récréation et prendre tout l'espace. Donc il va falloir dire aux garçons d'être un peu moins turbulents dans la cour, de laisser l'espace aux filles, et aux filles d'aller jouer au foot. On va tout simplement empêcher les garçons d'être des garçons et les filles d'être des filles. Cela n'a rien à voir avec le fait d'apprendre aux garçons à respecter et à accueillir une fille qui souhaiterait jouer au foot. Ça n'a rien à voir. Il y a un député qui est médecin qui parle de castration des enfants. Alors, les penseurs du genre, je vais aller vite, donc Alfred Kinsey qui a mené des expériences contestées sur des enfants, je passe les détails, et John Monnet qui a voulu, à la suite d'une opération ratée sur un garçon, sur son pénis, il a proposé aux parents de le transformer en fille avec un traitement hormonal, une opération chirurgicale. Finalement, à l'âge de l'adolescence, ce garçon-fille s'est trouvé très mal, avait des pensées suicidaires. Ses parents lui ont dit la vérité, qu'il était donc un garçon. Il a arrêté le traitement hormonal et quelques années après, il s'est marié, il s'est finalement suicidé, ainsi que son frère jumeau. Voilà, donc ça n'a pas du tout marché, contrairement à ce qu'a affirmé le professeur Monnet. Donc il a menti. La transformation en fille, donc considérer qu'on peut être complètement dans un genre, c'est là lui qui a parlé du mot genre, différent de son corps, ça ne marche pas. Alors, ce concept de genre a été repris par deux lobbies, le lobby féministe radical et le lobby LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Alors, la vision des féministes du genre, c'est la suivante, c'est que les différences entre l'homme et la femme créent une hiérarchie, en fait. La femme est oppressée par l'homme dominateur, cela depuis des millénaires, et l'homme maintient la femme dans un rôle reproducteur, qui est une injustice et un handicap dans la société, ça les empêche de faire tout comme les hommes. Donc, elles vont sans cesse présenter la femme comme une victime, mais ce n'est qu'un alibi, vous allez voir, pour détruire les bases sexuelles de notre société. Donc pour les féministes du genre, nous sommes dans une société de lutte des sexes. Comme le marxisme avait pour objectif de supprimer les différences entre les classes, eh bien, les féministes du genre veulent supprimer les différences entre les sexes dans tous les champs de la société, y compris la maternité. Donc elles vont s'appuyer sur le concept de genre, qui postule que toute différence est construite. Pour s'attacher à supprimer toute différence, elles revendiquent la procréation médicalement assistée pour ne pas avoir à connaître d'hommes, la gestation pour autrui pour ne pas avoir à supporter la grossesse, et espèrent bientôt l'utérus artificiel, qui permettra enfin à la femme d'être à égalité absolue avec l'homme. Donc cette vision des féministes du genre n'a rien à voir avec les combats légitimes des femmes qui se sont battues pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Ça n'a strictement rien à voir. Elles ne mettent pas du tout en valeur, les féministes du genre, les spécificités et les qualités de la femme. Pas du tout. Pour elles, il faut que la femme soit finalement comme l'homme. C'est la fameuse égalité homme-femme. Alors maintenant, on ne dit plus homme-femme. Vous avez remarqué, on dit femme-homme. Parce que homme-femme, ça peut trop faire penser à une société patriarcale. Donc Madame Belkacem a dit que c'était dans l'ordre alphabétique. Maintenant, on disait femme-homme. Voilà. Donc, LGBT, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc elles veulent faire de la femme un homme comme les autres, indépendante, carriériste, libérée de la soi-disant domination masculine, égale à l'homme en force et en pouvoir, libérée de son rôle reproductif, productrice et rentable à l'économie, surtout. Les tâches domestiques sont dénigrées, les femmes qui choisissent de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants sont montrées du doigt. Mais ça va quand même être difficile pour la femme d'être un homme comme les autres, parce que quand même on n'est pas tellement pareil. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire en parallèle ? Il va falloir faire en sorte que les hommes ne soient plus vraiment des hommes, pour qu'ils ne dominent plus la femme. C'est pour ça qu'il va falloir empêcher les petits garçons de faire ce qu'ils ont envie de faire comme petits garçons. On va leur dire d'être plus doux, plus coquets, on va les inviter à jouer à la poupée, on va leur demander de s'assagir en cours de récréation. En fait, c'est une espèce de fascisme qui fabrique un homme nouveau, un androgyne nouveau, un homme-femme, si vous voulez. Donc, pour les féministes radicales, à la fin du processus d'uniformisation, d'indifférenciation, il n'y aura plus de différence entre les hommes et les femmes, et ils tiendront les mêmes rôles dans toute la société. Ça sera enfin l'égalité. Donc, vous voyez qu'elle vise une égalité de rôle, l'égalité de dignité, il n'en parle même pas,
Pour elle, c'est une égalité de rôle dans tous les champs de la société. C'est ça l'égalité pour elle. La vision des lobbies LGBT s'inspire aussi donc du concept de genre pour dire qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Tout est construit, donc un homme et une femme, 2 hommes ou 2 femmes, c'est la même chose. Alors pourquoi le gender est une idéologie ? Il repose donc sur un postulat qui n'est pas démontré scientifiquement. Les tenants du gender partent du constat que certaines personnes, par exemple un homme, donc de sexe masculin, se sentent davantage féminins, c'est-à-dire adoptent plus des comportements féminins, a plus des goûts féminins, et va jusqu'à parfois se faire opérer pour changer de sexe. Je précise juste qu'après l'opération, ils ne se sentent pas forcément mieux qu'avant. Et donc, ils déduisent que si certaines personnes se sentent hommes ou femmes indépendamment de leur sexe, eh bien, ça veut bien dire que le corps n'a aucune influence, et cela pour tout homme. C'est-à-dire qu'ils bâtissent une théorie applicable à tous, la théorie du genre, sur la base d'une exception. Et cela n'a rien de scientifique. Cette théorie n'explique pas pourquoi la quasi-totalité des personnes assument leur sexe. C'est une pure théorie, autrement dit une idéologie. Donc, concept de genre, théorie du genre, idéologie du genre, c'est la même chose. Employer l'un ou l'autre des termes, c'est strictement pareil. C'est considérer que notre corps n'a aucune signification, aucune influence et que tout est construit. Alors, le gouvernement ne parle plus de théorie du genre depuis 2013, ce qui sent bien que c'est un peu limite. Donc, Madame Belkacem dit la théorie du genre, ça n'existe pas. C'est comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en parle, cela sert de repoussoir, mais personne ne l'a vu. Alors que 2 ans avant, elle disait que ça existait. Alors maintenant, il parle pour se justifier, et notamment pour justifier du programme ABCD à l'école dont on a parlé, il parle des études de genre, en disant que ce sont des études très scientifiques et dont il faut absolument exploiter les résultats. Alors je vais juste vous éclairer sur ce que sont les études de genre. En fait, elles ont pour but de montrer comment les comportements sont construits par la société. Et pour cela, elles partent de l'hypothèse que tout est construit. Donc en réalité, elles ne montrent rien. Elles n'ont rien de scientifique. Si on voulait faire des études sérieuses, on étudierait les différences entre les hommes et les femmes en tenant compte des différences innées aussi. Mais là, elle considère que ces différences, c'est que du culturel, c'est la théorie du genre. Ces citations le prouvent. Judith Butler, c'est une des plus influentes féministes du genre en France. Les études de genre ne décrivent pas la réalité de ce que nous vivons. Il faut le faire quand même pour dire ça. Hein ? Mais les normes hétérosexuelles qui pèsent sur nous. Voilà les études de genre, ce que c'est. Autre citation, dans un rapport d'un syndicat d'enseignants, les études de genre nous enseignent aussi que l'hétérosexualité, loin de découler du sexe biologique ou de l'identité sexuée, n'est pas la forme naturelle de la sexualité, mais sa forme dominante, au sens où le système social la produit. Voilà, tout est construit. Il faut savoir que les études de genre sont initiées en partie par le lobby LGBT. Donc c'est sûr que ces études vont prouver que le genre c'est formidable et que la société s'est trompée depuis des millénaires. C'est comme si un laboratoire pharmaceutique organisait et finançait les recherches pour prouver que son médicament n'est pas nocif. Donc concept de genre, théorie du genre, idéologie du genre et études de genre, c'est la même chose. Donc j'emploierai l'un ou l'autre terme, c'est pareil. Alors, heureusement qu'on a quelques études scientifiques qui prouvent que nous ne sommes pas que culture, que notre corps a une influence sur nos comportements et nos goûts. Par exemple, il y a un Américain qui a fait une étude par Internet, un sondage, en posant la question aux personnes « Dans quel secteur d'activité aimeriez-vous travailler ?» Si vous en aviez la possibilité, la compétence. Eh bien, sur 53 pays, 200 000 réponses, tous les hommes ont répondu qu'ils seraient plus intéressés par des domaines orientés vers la compréhension du monde, la mécanique, l'ingénierie, et toutes les femmes ont répondu par des domaines où il y a un contact auprès des personnes. Si la culture avait une telle importance dans notre identité, dans nos choix, dans nos comportements, on aurait eu des réponses différentes. Voilà. Donc il n'y a pas l'influence de la culture, en tout cas en cas d'espèce, dans nos centres d'intérêt est quasi nulle. C'est ce que dit le professeur Lipa. Nos centres d'intérêt sont fondamentalement innés. Autre étude scientifique, dès le premier jour de vie, si vous montrez un objet en mouvement
ou un visage à un nourrisson, les petits garçons vont regarder davantage, beaucoup plus longtemps l'objet, les petites filles beaucoup plus longtemps le visage. À partir de 9 mois, si vous mettez des enfants qui marchent à 4 pattes au milieu d'un tapis où il y a des jouets dits masculins et dits féminins, eh bien les garçons vont s'orienter vers les jeux dits masculins et les petites filles vers les poupées, etc. À 9 mois, on peut penser qu'ils ne sont pas encore formatés par la culture. Et puis il y a beaucoup de différences entre les centres d'intérêt des hommes et des femmes qui sont liés au niveau de testostérone, essentiellement présent chez l'homme, qui influent sur le développement du cerveau et qui expliquent beaucoup de choses, je ne rentre pas dans les détails. Il y a d'autres études scientifiques, je ne vous les donne pas toutes. Alors, le cas de la Norvège est quand même très intéressant, puisqu'en 2008, la Norvège était classée pays champion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pourtant, en Corse, 90% des ingénieurs étaient des hommes et 90% des infirmières étaient des femmes. Donc il y a un journaliste qui s'est dit « mais je ne comprends pas, on a une politique ultra égalitariste depuis des années et des années, et il y a toujours ces proportions-là ». Donc il a mené sa petite enquête, il a été questionner les scientifiques dont je vous ai donné les résultats, et quand il pose la question à un journaliste, quand il pose la question à un chercheur sur le genre en Norvège, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de différence innée dans les sentiments, les centres d'intérêt? Eh bien, le chercheur norvégien lui répond tout à fait sérieusement « Mon hypothèse de départ, c'est qu'il n'y en a pas. La science n'en a pas montré. » Donc quand le journaliste lui dit « Mais là, les expériences que je viens de vous montrer, ce n'est pas des expériences qui sont correctes ?» Il répond « Cette étude du professeur Lisette, c'est une des études que je vous ai citées, est de niveau médiocre. » Voilà, il considère que c'est des études médiocres américaines. À l'issue du reportage, il y a eu un débat en Norvège. Et finalement, l'État norvégien a supprimé toute subvention aux études de genre. Le centre de recherche a fermé. Donc, la théorie du genre a été exclue de la Norvège. Et la France et d'autres pays vont aller chercher dans la poubelle de la Norvège.